Donc j'en reviens à ma fonction updateGame, et donc comme nous avons dit ici, nous allons checker avec jumpCriteria si il y a une plateforme derrière ou devant le personnage. Dans ce cas-là, le personnage va tomber, donc on va forcer le type de saut à un saut court, et on va appeler la fonction trajectoire saut pour forcer un déplacement vertical vers le bas de type saut court, puisque c'est une chute de plateforme. Il faut remarquer que la gestion des sauts sera vue plus en détail dans une section ultérieure. Je tiens quand même à dire deux mots sur cette fonction trajectoire saut. Elle détermine en fonction de l'avancée de saut dans la fameuse plage de 0 à 48 pixels, déterminée par cette variable x saut, si le personnage monte ou descend. Donc si vous êtes dans le cas d'un saut sur la droite, avant 24 pixels, évidemment, le personnage est en train de monter. Après 24 pixels, le personnage est en train de descendre. Dans le cas de la gauche, le personnage va monter de 48 à 24 et descendre de 24 à 0. On est simplement dans la configuration inverse. Donc cette fonction retourne un delta y en fonction du déplacement en x, qui lui-même est lié évidemment à sa vitesse, c'est-à-dire le nombre de pixels dont il se déplace en fonction de la synchronisation de l'écran. Alors ici, par défaut, nous avons pris 5,33 divisé par 2, qui est une valeur totalement empirique, mais qui donne un assez bon résultat. Donc si on est dans le cadre d'un saut court, si on est dans le cadre d'un saut long, c'est-à-dire un appui long sur la touche Up qui force le jump type à CEP JMP long, c'est-à-dire 1, alors on utilisera la valeur 5.33 comme delta y. Donc en résumé, si je me déplace d'un certain nombre de pixels en x, eh bien mon y sera incrémenté ou décrémenté de la valeur définie, soit 5.33 ou 5.33 divisé par 2. Remarquez qu'on aurait pu, plutôt que de définir, ici évidemment ces valeurs de delta y sont constantes, étant donné que nous sommes dans le cadre d'un MRU. De 0 à 24, un saut à droite, j'aurai un MRU qui va me donner un y, dans ce cas-là, une valeur de y que je devrais soustraire, puisque mon axe des y est orienté de 0 vers le bas, donc si je veux remonter, ça veut dire que je dois décrémenter, et si je veux descendre, je dois incrémenter, donc je devrais soustraire la valeur 5.33 divisé par 2. Quel que soit l'emplacement où je serai de 0 à 24, j'aurai toujours cette valeur 5.33. Donc nous aurions pu à ce moment-là littéralement utiliser l'équation de la parabole. Et là, ce qu'on aurait pu faire, c'était simplement dériver cette équation de parabole, donc y égale moins ax carré moins bx plus c, avec comme dérivée delta y sur delta x, qui vaut moins 2ax moins b, et qui aurait pu nous donner un décroissement en y, donné en fonction de la valeur de x, donc en fonction de l'emplacement xo dans cette parabole. Bon, ça aurait impliqué un calcul, bon, c'est pas très compliqué, il suffisait simplement de ne pas renvoyer une valeur constante, mais de renvoyer une valeur calculée qui dépendait de la position en x. Et là, on aurait même pu se permettre de se moquer des deux MRU, puisque en fonction de la valeur de x, si on avait choisi judicieusement, évidemment, l'équation de notre parabole, c'est-à-dire de partir de moins 24 à plus 24 plutôt que de 0 à 48, et bien automatiquement, les valeurs se seraient ajustées en positif ou en négatif, suivant qu'on avait atteint ou dépassé, qu'on était avant ou après le sommet de la parabole.
Voilà. Bon, tout ça est un peu plus compliqué, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, ça sert à rien, et le but c'est pas de vous embrouiller, mais ça reste cohérent par rapport à ce qu'on avait raconté dans la vidéo précédente. Et notez que si par exemple vous avez des calculs compliqués, bon dans ce cas-ci c'est un calcul assez stupide, mais si vous avez des calculs beaucoup plus compliqués, il est aussi possible de précalculer les valeurs. C'est-à-dire vous mettez dans une table, dans un tableau, pour chaque valeur de x, vous mettez la valeur y attendue. Et donc là, à ce moment-là, il n'y a plus de calcul à faire, il suffit d'utiliser l'indice pour obtenir la valeur d'incrément ou de décrément. C'est une façon aussi utilisée par les développeurs pour, par exemple, de moins en moins aujourd'hui, mais à l'époque où les machines étaient moins performantes, pour éviter des temps d'attente liés à un calcul compliqué de fonctions en utilisant par exemple les fonctions de Maclaurin, ce qu'un ordinateur est capable de faire, mais qui complexifie un peu la problématique. Quand on a des calculs de racines carrées ou des choses comme ça, c'est parfois très embêtant et c'est parfois plus facile de précalculer les résultats. On ne l'a pas fait ici, on reste sur des choses relativement simples, donc on ne va pas s'étendre plus là-dessus. Donc revenons à Update Game. Donc si nous ne sommes pas dans un cas de chute, alors on va déplacer le personnage comme défini précédemment en utilisant la fonction MoveMonkey qui va s'occuper effectivement du déplacement à gauche et à droite et d'initialiser les paramètres de saut. Alors on va faire exactement la même chose pour le déplacement à gauche, on va tester les mêmes paramètres. Et ensuite ici on va détecter si la fonction up a été pressée. Si la touche up a été pressée. Et pour ce faire, on va utiliser la variable lastUpDown initialisée dans MoveMonkey et la comparer au temps courant pour vérifier s'il s'agit d'un appui long, c'est-à-dire si la différence est supérieure à 250 millisecondes, ou d'un appui court dans le cas inverse. Ceci définira la valeur de JumpType. CEP JumpLong pour saut long, JumpType 0 pour saut court. Le flag de saut va être positionné à 1, c'est-à-dire on va changer le flag, donc on va mettre le bit 15 à 1 sur l'indice de direction, sur la variable de direction, et on va réinitialiser le last up-down à 0. Le personnage ensuite sera affiché en fonction évidemment de son déplacement à gauche ou à droite, suivant le costume qui aura été défini. Et il faut noter que dans tous les cas, à la fin, on affichera les ennemis. C'est ce que l'on voit ici. Alors si au contraire, nous sommes en mode saut, alors là, la première chose à faire, déjà c'est détecter si c'est un saut vertical ou un saut directionnel. Si on est en vertical, la direction X de saut va valoir 0, puisqu'évidemment on ne se déplace pas en X. Sinon, suivant la direction, on incrémentera ou on décrémentera X de 2 à chaque affichage, en tenant bien sûr compte de l'attente entre chaque frame, entre chaque basculement de frame. Cette valeur d'ajout ou de retrait est stockée dans la variable globale xSautIndex. Alors, si on est dans un saut sur la gauche, ce qu'on voit ici, on ajoute ou on retire plutôt xSautIndex à la position clé X du joueur en testant qu'on n'atteint pas la limite gauche de l'écran. La variable globale xSaut utilisée par trajectoire saut sera utilisée pour déterminer si on est en saut ascendant ou descendant et ajoutée comme définie. Donc, voilà, la trajectoire saut, comme on l'a vu, elle donne l'incrément ou positif ou négatif en fonction du type de saut et en fonction de l'emplacement où on est entre 0 et 48 pixels. Donc, afin que même dans le cas évidemment d'un saut vertical, le personnage puisse évidemment retomber.
On adapte la position play Y du personnage en fonction du delta Y qui a été donné par trajectoire saut, c'est ce qui se fait ici, qui, je le rappelle, dépend de la position définie par XO. On teste que le personnage est finalement retombé sur une plateforme au moyen de la fonction jump criteria. Si oui, on s'assure qu'il est parfaitement positionné sur la plateforme, donc le rapport entre les pixels et la position dans la grille globale, je le rappelle, au moyen de l'utilisation d'une fonction modulo 8. Donc si jamais il était mal positionné, qu'il était un peu trop près ou un peu trop bas, et ben le fait d'utiliser modulo 8 dans sa valeur va nous remettre automatiquement, on va l'incrémenter simplement de la valeur ou le décrémenter simplement de la valeur modulo 8 qui ferait qu'il ne serait pas raccord avec la plateforme. C'est un petit truc qu'on utilise pour s'assurer qu'on est toujours que le personnage a parfaitement les deux pieds au sol. Sinon, on teste que le personnage ne se cogne pas à une plateforme pendant qu'il est en saut ascendant, enfin en tout cas ou en saut long, au moyen de la fonction à nouveau jump criteria. Alors, dans un saut court, cette précaution est inutile, par contre elle devient utile lorsque le saut est long, pour que le personnage ne traverse pas évidemment la plateforme. Si c'est le cas, on annule le type de saut, on n'est plus en saut long, on revient évidemment en type de saut court, en plaçant à ce moment-là la valeur de l'index XO inférieure par exemple à 24, afin de forcer la descente en fonction de trajectoire saut. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Ici on va le placer en 22, comme ça on sait qu'il va se remettre à descendre. Dans un cas de saut directionnel droit, on applique les mêmes étapes que dans le cas précédent. C'est le cas de figure qu'on a ici, sauf évidemment que dans ce cas-ci, la valeur XO sera incrémentée de 2. Lorsque l'on détecte un obstacle dans le cas d'un saut long, on utilise XO plus grand que 24 pour forcer la descente. C'est assez difficile à lire, mais on le voit ici en fait. Voilà. Donc c'est les deux grosses différences que vous aurez entre les deux types de sauts, sinon c'est très similaire. Et donc même chose ici. On va devoir évidemment afficher le personnage en fonction évidemment des costumes de saut. En général pour le saut il n'y a qu'un seul costume, mais dans la direction gauche ou la direction droite. Donc on ajustera les sprites corrects pour le saut. On va évidemment effectuer le déplacement des ennemis, comme je l'avais mentionné à la fin de ce test. Et on va pouvoir donc à ce moment-là quitter la boucle, et on verra par la suite, enfin quitter pas la boucle mais les conditions, et donc afficher les différents paramètres utiles à l'écran, mais ça on verra ultérieurement. Avant ça, j'aimerais donner quelques mots sur une partie peut-être un peu particulière, qui est la notion de hasard. Donc, avant de s'aventurer plus loin dans l'analyse du jeu, il est bon de rappeler la notion de hasard, qu'on appelle la chance ou le destin. Donc, dans la plupart des jeux de société, ou les jeux de rôle, la chance est symbolisée par un ou deux dés, ou voire plusieurs dés, qui permettent au joueur de déterminer, par exemple, le nombre de cases qu'il va pouvoir parcourir, et ce, au gré de la chance qu'il aura eu au dé. Ou, par exemple, le nombre de points qu'il va pouvoir infliger à un ennemi dans le cas d'un jeu de rôle. Donc l'ordinateur ne dispose pas de dés pour tirer un nombre au hasard. Il dispose en fait de mieux. En réalité, il dispose de ce que l'on appelle un système de calcul dans une distribution dite uniforme. Alors là, on rentre un peu dans une certaine complexité. Donc une distribution uniforme, c'est une distribution pour laquelle vous aurez toujours la même probabilité de trouver le nombre. Et ça s'oppose à ce qu'on appelle une distribution normale. Donc là, on rentre un petit peu dans des statistiques.
Une distribution normale, ben, c'est une distribution qui se place autour d'une moyenne, qui est un paramètre central de la distribution. Donc si vous dites que la moyenne d'une classe est de 14 sur 20, eh bien vous aurez des probabilités plus grandes de trouver des élèves qui seront proches de 14 que de trouver des élèves qui seront proches de 2. Quand vous prendrez un élève au hasard, si la classe fait 20 élèves, si vous prenez un élève au hasard sur les 20, vous aurez une probabilité assez grande d'avoir une note qui sera par exemple proche de 14 si c'est la moyenne classe. Dans le cas d'une distribution uniforme, pas du tout. Vous ne savez absolument pas quelle valeur aura l'élève parce que ça se distribue de manière totalement... vous n'avez pas plus de chance ou moins de chance de trouver une valeur plutôt qu'une autre. Donc si vous tirez un nombre entre 1 et 6, eh bien c'est mieux d'avoir une distribution uniforme parce qu'au moins comme ça votre dé n'est pas pipé puisque vous n'avez pas plus de probabilité de tirer le 1 que de tirer le 6. Si au contraire la distribution était normale autour de 3, ben, vous auriez plus de chances de tirer 3. Donc en gros, quand on fait des mesures de moyenne sur des bulletins ou des notes de cours, ben, on parle plutôt de distribution normale, hein, puisque c'est comme ça que les élèves et les points vont se placer par rapport à la moyenne. Dans le cas d'une distribution uniforme, cette notion n'existe pas. Chacun peut avoir n'importe quelle valeur. Si un dé peut offrir 6 résultats, eh bien chaque résultat aura la même probabilité de tomber. Voilà, c'est un petit peu ça que ça dit. Alors, la manière de générer des nombres de manière totalement aléatoire, donc de créer une distribution uniforme, se fait au moyen d'un algorithme informatique appelé générateur congruentiel. C'est un nom assez magnifique, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'en suis désolé. Donc nous n'allons pas ici entrer dans cette théorie statistique qui nous permet de créer des générateurs congruentiels. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il est nécessaire de rentrer un nombre afin d'amorcer le générateur. Et en fonction de ce nombre de départ, qu'on appelle généralement le seed, nous obtiendrons une suite de nombres aléatoires que l'on pourra toujours retrouver en repartant du seed défini. Donc c'est assez pratique si vous voulez garder une reproductibilité de distribution uniforme. Par exemple, lors d'un procédé de randomisation dans un essai clinique, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais dans un essai clinique, en fait, ce qu'on fait, c'est simplement tester qu'un placebo, on essaie de prouver qu'un placebo donne exactement les mêmes résultats qu'un médicament. Et si on arrive à prouver si on n'arrive pas à le prouver, c'est que le médicament est plus efficace. C'est un petit peu ça l'idée. Et donc en général, on va faire ce qu'on appelle une randomisation, c'est-à-dire qu'on va tirer au hasard les patients qui auront le traitement et les patients qui auront le placebo. Et évidemment, cette liste de nombres aléatoires s'appelle la liste de la randoliste ou la liste de randomisation. Et donc cette liste de randomisation a un seed unique qui permet, en connaissant l'algorithme du générateur congruentiel utilisé, de reproduire exactement la même liste. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée ici. En ce qui nous concerne, on ne s'intéresse pas au seed et pour ce faire, on utilisera plutôt comme seed le compteur de temps interne de l'ordinateur qui est toujours différent. Le générateur congruentiel renvoie toujours un nombre réel compris entre 0 et 1. Et pour ce faire, il faut savoir que le C dispose de 2 fonctions pour utiliser un générateur congruentiel. On va le voir normalement ici. La fonction srand qui va nous permettre qui s'appelle une fois et qui stocke le seed créé. Et puis la fonction rand qui sur base du seed défini initialement nous donnera une séquence de nombres aléatoires toujours différents. Donc attention que pour appeler rand, si vous appelez rand sans avoir appelé srand, donc le seed rand, ça ne fonctionnera pas. Vous obtiendrez toujours les mêmes noms. Et appeler srand en même temps que le rand, donc si vous tapez srand et puis rand, ça ne fonctionnera pas bien non plus, car vous casserez à chaque fois la séquence aléatoire. Srand est donc appelé au premier passage
dans la fonction main, c'est-à-dire avant même le démarrage de la boucle de jeu, afin d'obtenir un seed unique qui sera utilisé systématiquement par tous les appels à la fonction rand. Afin d'obtenir un nombre entier compris entre 0 et 1, l'idée est en général de prendre le modulo. Donc, pareil, il suffit de prendre le modulo de ce nombre afin d'obtenir un nombre compris entre 0 et la valeur du modulo. Voilà. Donc si vous prenez rand pour 110, vous obtiendrez des nombres compris entre 0 et 9. Dans certains cas, vous verrez qu'on préfère aussi multiplier la valeur de rand par le nombre de cas possibles. Hein. Donc si vous prenez 10, vous multipliez par 10 et vous prenez le modulo 10, c'est des choses qui se voient aussi. Bon, voilà, ça... C'est un petit peu au choix.